Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir pour ce webinaire. Nous avons la chance d'être accompagnés de Valérie Gastaldi qui va vous parler ce soir des opérations et finalement qu'est-ce que ça donnerait si on tirait ces opérations à pile ou face, en tout cas toutes les bonnes questions à se poser. Alors, je vais laisser Valérie se présenter d'ici quelques secondes. Avant ça, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions, donc c'est la bulle avec le petit point d'interrogation, que vous voyez bien la présentation, qu'elle s'affiche correctement à l'écran, et puis que vous avez également bien le son. Voilà, je vous laisse simplement confirmer ça. Parfait, tout fonctionne. Merci pour la confirmation. Eh bien, je te laisse quelques minutes, Valérie, pour te présenter. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce webinaire au titre sans doute un petit peu provocateur, mais c'est un thème que j'avais évoqué la dernière fois où on a fait un webinaire, ça doit être fin du mois de juin, je pense, et qui me vient du fait que quand j'ai commencé à travailler en bourse, j'étais market maker et qu'un market maker, finalement, il choisit pas le sens de ses opérations, il est prêt à tout moment à acheter ou à vendre. Et ça doit lui être indifférent. Alors bien entendu, il va jouer sur le prix auquel il achète et il vend, mais il a des limites. Il peut pas non plus faire n'importe quel type de fourchette de prix. Mais enfin, c'est quand même un exercice de commencer sur les marchés financiers en étant market maker. C'est un exercice moi que j'ai trouvé très utile parce que ça force à mettre au point un ensemble de réactions et que j'aimerais vous faire partager ce soir. Voilà. Donc je présente plutôt le webinaire que moi, mais comme ça vous savez donc que j'ai commencé en étant market maker sur le Bonnef, sur le marché options français, à son ouverture. Et puis après, j'ai interrompu ma carrière pour avoir des enfants et les élever pendant un certain temps. Et j'ai recommencé à travailler en 2000 chez Day by Day, où je suis depuis en tant qu'analyste, stratégiste. Enfin, je fais différentes choses, mais je m'exprime sur les marchés, disons. Voilà. Merci Maëva, beaucoup, tu voulais... Valérie. Ok. Voilà. Alors, je vais nous allons vous afficher l'avertissement à l'écran. Alors, vous êtes nombreux à nous rejoindre, hein, nouveaux participants. Donc, je ne vais pas vous le lire, mais simplement pour vous dire que, encore une fois, les propos que Valérie va tenir, c'est son expérience, c'est sa vision du marché, c'est absolument pas des conseils ou des recommandations. Également, un mot sur IG, puisque on a la chance cette année de fêter nos 50 ans. Nous sommes en France depuis déjà 17 ans, donc par les temps qui courent, c'est très important et c'est pour ça que je renforce le fait que vous êtes avec un broker sérieux. Voilà, on sait ce qu'on fait, c'est notre cœur de métier, on est régulé en France, c'est un compte ségrégué également en France. Tout ça, c'est extrêmement important de savoir que vous êtes bien accompagné dans vos investissements au quotidien. Voilà, merci. Et puis, je te laisse la parole, Valérie. Merci. Bon, alors donc, quand on va parler de tirer à pile ou face et de faire une opération de bourse, je veux qu'on commence par raisonner et je veux qu'on revoie ensemble la façon dont on prend normalement une décision, la façon dont on procède sur un marché financier. Normalement, si vous êtes correctement organisé, vous devez avoir trois phases dans dans vos opérations, disons. Une première phase d'analyse, une deuxième de décision et une troisième de mise en application de la décision où on traite. Alors l'analyse, elle va consister à prendre connaissance d'informations. Donc vous avez plein de moyens d'information, bien entendu des tas de sites boursiers, des journaux, le web, Twitter, etc., X. Parmi ces informations, il va quand même falloir que vous fassiez un petit tri parce que sinon vous allez être submergé. Donc, quelles sont les informations qui sont importantes à garder dans votre processus? Et il va falloir qu'à partir de ces informations, vous formuliez des scénarios de marché.
Et je dis bien des scénarios de marché parce que souvent on se précipite et on en formule un seul, mais il faut impérativement que vous formuliez à la fois un processus haussier et un processus baissier. Vous devez vous forcer à formuler les deux et à trouver les cas qui peuvent être contraires à la situation à laquelle que vous allez favoriser finalement et que vous avez déjà envie de favoriser. Parce que le problème dans la phase d'analyse, justement, c'est que souvent on se précipite trop vers une conclusion et on fait une analyse qui est un peu biaisée, une analyse où on ne prend pas en compte tous les aspects des choses. Donc dans cette phase d'analyse, il est important que vous soyez à l'écoute de toutes les informations, de toutes les opinions qui sont sur les marchés et que vous ayez plusieurs scénarios sur le marché qui soient prêts. Bien entendu, ces différents scénarios, il va falloir que vous les pondériez en termes de probabilité. Et ça, forcément, c'est une phase qui va être subjective dans ce processus de décision. Une décision, de toute façon, elle est a priori subjective. Il y a toujours plusieurs décisions possibles. Donc, vous allez devoir pondérer ces différents scénarios et trancher pour en privilégier un, celui qui, a priori, va vous apparaître comme étant le plus probable. Ça doit survenir après avoir fait l'analyse. Et la raison pour laquelle il faut avoir préparé un scénario opposé, c'est qu'en fait, une fois que vous allez avoir privilégié un scénario, d'avoir d'autres possibilités en tête, ça va éviter que vous soyez surpris si ce que vous avez décidé n'est pas ce qui se produit. Et parce que la surprise, c'est quelque chose qui s'accompagne facilement de peur. Et la peur, ça bloque tous les mécanismes de raisonnement. Ça nous fait entrer dans des processus de fuite ou bien au contraire de gel. En tout cas, on arrête facilement de réfléchir quand on a peur. Mais finalement, si ce qui se passe, c'est une chose à laquelle vous avez déjà pensé, bien que ça ne soit pas celle que vous ayez considérée comme la plus probable, là, vous allez avoir nettement moins peur. Vous allez pouvoir reprendre vos raisonnements. Donc, analyser, décider pour retenir un des scénarios, mais en sachant que les autres sont possibles néanmoins. Et après, il faut que vous mettiez en place une stratégie d'intervention pour traiter. Donc là, vous allez être dans une partie relativement simple dans laquelle vous allez... c'est quoi une stratégie d'intervention? C'est donc trouver les prix auxquels vous devez intervenir, à quel prix que vous allez acheter, quel va être votre objectif, où va être votre stop, quelle quantité vous allez décider d'acheter ou de vendre. Donc normalement, c'est le processus que vous devez suivre, ce sont ces 3 étapes. Pour chacune de ces 3 étapes, vous avez besoin de qualités différentes. Pour analyser, il vous faut de l'ouverture d'esprit. Parce que justement, il ne faut pas ignorer une partie de la réalité et il faut accepter des thèses qui peuvent aller contre ce que vous croyez. Pour décider, en revanche, il faut une certaine force de caractère parce que c'est le moment où vous dites, écoutez, il y a plein de scénarios, mais celui qui me semble être le meilleur, c'est celui-là. Et il faut y aller, ne plus avoir de regrets. Quand on traite, là, pour le coup, il faut simplement de la discipline. C'est quelque chose. D'ailleurs, en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'armée et qui en retrouvent sur les marchés financiers en trading. Et je pense que c'est parce que justement, ils ont l'habitude de la discipline et que quand ils entrent dans l'action, ils ne se posent plus de questions, ils appliquent. Le moment de la question, c'est le moment de l'analyse. Et quand on traite, on ne se pose plus de questions, on agit. Alors, dans ce processus, il y a un ensemble de risques, d'erreurs qui peuvent se présenter et qui se présentent de façon régulière. Donc, quand vous analysez, vous devez avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc, le risque qui face à vous, c'est de ne pas tout envisager. Je l'ai déjà expliqué, effectivement, si vous ne voyez pas les scénarios qui sont contraires aux vôtres, vous courez le risque de la surprise et donc de faire dérailler votre pensée.
Quand on doit décider, bah, le risque, c'est que on hésite et qu'on ne fasse rien. Parce qu'on peut ne pas avoir confiance dans l'analyse, qui est pourtant la vôtre, mais si vous débutez, vous n'avez peut-être pas encore suffisamment confiance, et du coup, vous n'osez pas agir, et vous croyez que, et pourtant, c'est seulement si vous agissez, si vous décidez, si vous tranchez, que vous pourrez après remonter et savoir si votre processus d'analyse était valable ou pas. Parce que si vous ne le mettez pas en application, votre processus d'analyse, vous ne pouvez pas l'améliorer. Il faut que vous ayez des échecs d'analyse, des échecs de décision, etc. Pour pouvoir progresser. Et cette étape de décision, il y a des gens qui ont du mal à la franchir. Donc, décider, c'est une partie importante. Traiter, le problème, c'est que il y a des gens qui changent d'avis continuellement et qui n'ont pas de discipline. Et ne pas avoir de discipline, ça veut dire que si vous avez mis en place une opération dans laquelle vous avez décidé d'acheter avec un objectif qui est 10% au-dessus, ben si quand on a pris 1%, vous vous dites, oh là là, non, ça va pas monter plus si vous prenez votre profit. Ou bien alors vous avez décidé d'acheter, vous avez placé un stop qui est 4% plus bas, et quand on perd 3%, vous vous dites, oh là là, mais non, mais je me suis pas rendu compte, mais en fait, j'ai fait une bêtise, autant sortir tout de suite, je préfère ne perdre que 3% plutôt que 4. Voilà, ça s'appelle changer d'avis sans raison. Il ne faut pas changer d'avis pendant qu'on est en train de traiter. Il faut être discipliné, comme je vous disais. Si vous n'avez pas pris la bonne décision, si vous n'avez pas fait la bonne analyse, si vous n'avez pas mis en place le bon plan de trading, eh ben vous devez aller jusqu'au bout et après vous dire tiens, mais à quel moment est-ce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, d'où vient cette erreur, et vous remontez les problèmes que vous avez rencontrés pour identifier la source de l'erreur. Mais il faut surtout que dans la partie où vous traitez, où vous êtes sur le marché, vous vous en teniez à la décision que vous avez prise et qui provient de l'analyse que vous avez faite. Alors, pour éviter ces problèmes, il y a des petits trucs que je peux vous proposer. Alors, pour l'analyse, c'est pas vraiment un truc, c'est quand même un travail qu'il faut faire, c'est qu'il faut impérativement avoir une méthodologie d'analyse. C'est-à-dire qu'une méthodologie, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questions. Vous devez avoir, comme un pilote d'avion avant le décollage, des questions auxquelles vous répondez de façon systématique. Je vous invite, il y a mille et une méthodologies, hein. Il n'y a pas une méthodologie qui est meilleure que l'autre. Vous devez faire la vôtre, mais je vous invite à vraiment avoir des feuilles au début avec vos différentes étapes et avec des cases, avec des réponses qui sont pré-préparées, hein, s'il le faut, mais où vous cochez et vous gardez ces feuilles parce que vous allez en avoir besoin pour analyser l'origine des erreurs et comprendre dans votre méthodologie d'analyse ce qui n'est pas pertinent. Hein. Donc la méthodologie, c'est quelque chose que vous devez mettre en place, que vous devez faire évoluer dans le temps. Ça évolue assez lentement. Il faut lui donner du temps à votre méthodologie pour la tester sur les marchés. Mais il faut que vous soyez capable de la mettre par écrit. Ça peut être, je veux avoir 2 moyennes mobiles dans le même sens, un RSI qui vient de croiser 0 à la hausse, et puis je veux avoir un bénéfice par action qui est en progression. Enfin, ça m'est égal. Toutes les méthodologies sont acceptables. Il y a plein de gens qui ont plein de méthodologies différentes, mais écrivez-la, normalisez-la et assurez-vous que vous l'utilisez à chaque fois. Pour traiter, c'est l'expérience. Hein. Il n'y a pas d'autre chose que prendre des coups. Hein. C'est comme ça qu'on apprend que la discipline entre. C'est parce qu'on est puni. Et chez Goldman Sachs, ils disent qu'il faut 50 millions d'euros pour faire un bon trader. Vous n'allez peut-être pas mettre la même somme sur la table, mais sachez que c'est parce que vous allez être parce que vous allez faire des pertes et que vous allez prendre le temps d'analyser l'origine de vos pertes, vous allez vous rendre compte que c'est parce que vous n'avez pas suivi votre plan de trading de départ, que vous avez fait des erreurs dans 9 cas sur 10, vous avez changé d'avis pendant l'opération.
Et puis après, il y a un certain nombre d'erreurs qui vont venir de la décision ou de l'analyse, mais le gros des erreurs viennent de l'inconstance que l'on a dans l'application du plan. Et en tout cas, ces pertes, elles sont là pour vous faire apprendre et il faut absolument les examiner, les analyser et les comprendre. Pour décider, et c'est beaucoup plus compliqué. Comment faire pour décider mieux? Sincèrement, c'est sans doute la partie la plus difficile. Et parce que la décision et la science de l'analyse de la décision, de comment prend-on ces décisions, c'est des choses qui sont étudiées, bien entendu, par des psychologues, des comportementalistes, mais qui sont difficiles à stabiliser. Alors, je vais juste vous parler enfin, d'abord, un petit point sur ce que l'on sait ou ce que l'on peut dire simplement d'un processus décisionnel. Vous allez avoir plusieurs éléments qui vont entrer dans votre processus de décision. Bien entendu, normalement, vous avez un maximum de rationalité qui vient vous aider à prendre une décision qu'on appelle rationnelle, c'est-à-dire une décision qui va être pondérée par des probabilités. Mais les probabilités, elles sont subjectives, hein, parce que c'est des probabilités sur le futur, et le futur, personne ne le connaît. Donc attribuer des probabilités au futur, c'est impossible. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de savoir quelles étaient les probabilités de chacun des événements dans le passé, mais c'est pas si simple que ça, parce que de quel passé parle-t-on? Est-ce qu'il faut regarder le passé sur 6 mois, sur 5 ans, sur 100 ans? Ben, on n'a pas à le passer nécessairement sur aussi longtemps qu'on le souhaiterait pour pouvoir donner des probabilités fiables. Donc, voilà, une décision rationnelle, c'est pas toujours vraiment rationnel, c'est pas possible d'être toujours dans la rationalité. Il y a énormément d'expérience qui entre en ligne de compte au moment où on prend une décision. Et il faut absolument pas négliger l'expérience. Et avec l'expérience, il y a aussi l'intuition, parce que l'intuition, ça peut aussi être vu comme des processus d'expérience qui sont tellement rapides, parce que ce sont des situations et des raisonnements que vous faites, mais dans une microseconde, et du coup, ça apparaît comme ça. Bon, il y a des gens qui parlent aussi d'intuition, de flair, etc. Mais ça fait partie du processus décisionnel et il ne faut pas l'exclure. Alors, il y a un élément qui est pas très intéressant, mais qui pourtant vient souvent s'immiscer dans les processus décisionnels, c'est les superstitions. Il faut pas le négliger. Il y a des gens qui prennent certaines décisions ou ne prennent pas certaines décisions pour des raisons de superstition. En tout cas, cet ensemble, ça nous fait créer ce que l'on appelle des heuristiques. L'heuristique, c'est une méthode de prise de décision, hein, qui est étudiée. Il y a au centre de l'étude de la prise de décision, il y a ce que l'on appelle la théorie de l'engagement. Cette théorie de l'engagement, elle est importante parce qu'elle dit que il y a un lien qui relie la personne à ses actes. C'est-à-dire que quand vous agissez, eh bien, dans un sens, eh bien, ce que vous pensez va être influencé par vos actes. Vous pensez, bien sûr, vous croyez aujourd'hui, bien entendu, que vos actes sont la conséquence de ce que vous pensez. Ça, c'est logique, c'est rationnel, c'est ce que l'on sait. On se dit, oh ben, je pense qu'il va faire beau demain, donc je vais mettre un t-shirt. Mais en fait, une fois que vous avez mis le t-shirt, vous allez avoir tendance à favoriser tout ce qui vient confirmer que demain il va faire beau. Alors, sur le t-shirt, on n'est pas très engagé dans la pensée, mais il y a des choses qui engagent plus. Donc, cette théorie de l'engagement, il y a un prérequis, c'est que l'acte que vous commettez doit vous être imputable à vous seul, c'est-à-dire que vous n'êtes pas engagé par une décision qui est prise par quelqu'un d'autre, hein. Et quand on est sur les marchés financiers,
on prend continuellement des décisions d'achat ou des décisions de vente. Elles nous engagent, c'est-à-dire que les attitudes qui vont suivre vont être influencées par cette première décision. Je vous propose un ensemble de pensées, réactions que vous avez peut-être eues quand vous avez ouvert des positions et qui sont les manifestations de votre engagement. Par exemple, vous allez vous dire, vous écoutez quelqu'un ou vous lisez quelque chose, puis vous allez vous dire, oh bah oui, c'est évident. Ou bien alors vous allez mettre en place une opération ou deux opérations, les deux marchent, et vous allez dire, oh, je suis fort là, je suis bon. Ou alors parfois ça se passe pas comme vous voulez, puis vous allez vous dire, ouh, j'ai la poisse. Oh, zut alors, j'ai la poisse. J'aurais dû placer mon stop plus bas. Mais je le savais que ça allait pas se passer comme ça. Ou alors je le savais qu'il fallait que je fasse ça. Il y a un truc qui est horrible aussi. Vous pouvez vous dire, bon, j'ai fait un plan, mais si je change d'avis maintenant, je suis sûre que ça va se retourner. Il faut que j'insiste, il faut pas que je me coupe maintenant, parce que si je me coupe, c'est que c'est le point bas. Hein, vous voyez, là, on est dans la superstition, vraiment. Hein. Vous pouvez écouter des gens et puis les entendre dire l'opposé de ce que vous pensez, alors que vous êtes en train de perdre un peu d'argent, et vous dire non mais c'est pas possible, mais il comprend rien du tout. Et donc vous pouvez être en colère contre ces gens, vous pouvez les mépriser parce qu'ils pensent différemment de vous. C'est que là aussi vous êtes dans l'engagement, vous n'avez plus cette ouverture d'esprit. Ou bien alors vous entendez des gens que vous dites ça n'a pas de sens ce qu'ils disent, ou alors mais ce marché n'a pas de sens, il fait n'importe quoi, mais pourquoi ils font ça? Toutes ces réactions, ce sont des réactions qui sont émotionnelles et qui, quand vous pensez ça, il y a une sonnette dans votre tête qui doit immédiatement se déclencher et qui doit vous ramener à votre processus analyse, décision, action. Parce que dès que vous êtes là-dedans, c'est que vous êtes dans un cercle dans lequel vous risquez de faire des bêtises parce que vos décisions ne sont plus justement dans la rationalité. Vous êtes engagé par votre décision. Et d'être engagé par sa décision, ça a tendance à escalader, c'est-à-dire qu'on a tendance à entrer dans des spirales où les choses deviennent de pire en pire. Et donc, il y a des psychologues qui ont mis en avant ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement. Ça consiste à continuer de prendre des décisions qui vont dans le sens de la décision initiale, même si cette décision initiale a conduit à un échec. Vous avez la référence de l'étude initiale qui a été faite par Baristo sur ce sujet, qui est très intéressante. L'expérience de base qui est faite pour mettre en avant ce problème d'escalade de l'engagement, c'est l'expérience suivante. Donc, dans ces expériences psychologiques, vous prenez des gens, vous faites venir des gens, vous les séparez en différents groupes. Là, dans ce cas-là, on a 2 groupes. Dans le premier groupe, on a des gens on leur dit qu'ils sont directeurs financiers et qui doivent allouer des fonds pour faire de la recherche et développement à deux divisions dans leur entreprise. Donc, on leur donne un certain nombre de documents pour qu'ils choisissent à qui ils donnent les fonds. Et puis, on leur donne le feedback. On leur dit, bon, ben voilà, les fonds de la division à laquelle vous avez, alloué des fonds, ben, en fait, ce qu'ils ont trouvé, ça, c'est pas terrible, ça n'a pas donné de bons résultats. Et on leur dit, bon, ben voilà, pour l'année prochaine, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à en donner aux mêmes qui n'ont pas eu de bons résultats? Est-ce que vous pensez qu'il faut leur donner une deuxième chance, qu'il faut leur en donner plus pour qu'ils puissent approfondir encore plus parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut prendre une orientation différente? Donc ça, c'est le groupe 1. Hein, ils donnent des fonds une première année, on leur dit qu'ils n'ont pas donné leur décision, bah, ils n'ont pas choisi la bonne division, on leur demande de redonner des fonds en année 2. Le groupe 2, il est dans une situation un petit peu différente parce que il n'était pas là au temps 1. Il arrive seulement au temps 2. On lui dit, voilà,
précédemment, un autre directeur financier qui était là avant vous a alloué des fonds à cette division, mais ça n'a pas eu des très bons résultats. Alors, vous maintenant, vous avez tous les documents sur leur recherche en cours, vous avez plein d'informations. Est-ce que vous choisissez de redonner des fonds à la même division qui n'a pas été performante, ou est-ce que vous voulez changer la décision? Vous voyez la différence entre les deux groupes. Le premier groupe prend la première décision et prend la seconde. Le deuxième groupe n'a pas pris la première décision, il ne prend que la seconde. Alors, déjà, on trouve que dans les deux groupes, il y a une majorité de gens qui allouent plus de fonds aux divisions qui perdent. Bon. Mais les gens du groupe 1 allouent encore plus que les gens du groupe 2 de fonds à la division qui a perdu auparavant. C'est ça qu'on appelle l'engagement. C'est que, en fait, on peut se dire que les gens du groupe 2, ils sont plus objectifs parce que c'est pas leur faute à eux si, au temps 1, on a donné des fonds au mauvais groupe. Alors que ceux du groupe 1, c'est leur responsabilité d'avoir pris une première mauvaise décision. Bien, quand on prend une première mauvaise décision, la probabilité pour qu'on prenne une deuxième mauvaise décision augmente énormément. Voilà, c'est l'escalade de l'engagement. Alors après, si vous en avez pris 3, 4, ça s'accumule, bien entendu. Donc ça, bien entendu, on y est continuellement soumis quand on est sur les marchés financiers. Je vous laisse l'imaginer, mais vous avez certainement vécu ce type de situation. Les gens ont du mal à couper des positions perdantes. Et bien entendu, ils ont d'autant plus de mal que c'est vrai qu'à chaque fois, cette position, elle a été décidée par eux-mêmes. C'est rare que, quand on est un client privé, c'est rare qu'on mette en place une stratégie qui n'ait pas été initiée par sa propre analyse et sa propre décision. Si vous travaillez dans une entreprise de gestion, alors la partie analyse serait conduite par une certaine équipe, la partie décision serait conduite par une deuxième équipe et la partie mise en place, trading, serait conduite par une troisième équipe. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui font les 3 étapes. Mais vous, a priori, vous êtes tout seul. J'ai déjà proposé dans des webinaires que vous travailliez à 2. Qu'il y en ait un qui fasse l'analyse et qu'il y en ait un autre qui fasse après la décision. Mais il vous restera quand même toujours à faire la mise en place sur le marché financier. Alors, comme en général, vous devez faire les 3, c'est là qu'intervient la possibilité de tirer à pile ou face. C'est que dans une idée d'apprentissage, bien entendu, c'est pas comme ça que vous allez traiter toute votre vie, bien que sincèrement, ça ne soit pas très important de tirer à pile ou face. J'en suis absolument convaincue. Ça ne change pas du tout le résultat. On peut gagner plein d'argent en tirant à pile ou face. Mais avant tout, ce que je vous propose, c'est de le faire dans un but d'apprentissage, donc avec un compte de démo, mais un compte de démo que vous suivez sérieusement. Vous vous investissez comme si c'était du vrai argent. Si vous avez tiré à pile ou face, ça n'est pas votre décision. Donc, vous vous dégagez de ce problème considérable qui est que vous n'arrivez pas à couper la position. Et normalement, à partir du moment où ça n'est pas votre position, ça va vous permettre de suivre la position de trading de façon plus dégagée. Vous ne serez pas émotionnellement attaché, vous ne serez pas engagé à votre position. Si la position ne marche pas, si vous tapez le stop, vous coupez le stop. Et puis voilà. Si l'objectif était à un certain niveau, vous allez avoir plus de facilité à suivre l'objectif. Et quand vous aurez eu tort, vous pourrez vous dire ok, j'avais une chance sur 2, c'était pas la bonne option. Finalement, pourquoi? Qu'est-ce qui a marché? Dans quel cas est-ce que j'étais, etc. Vous allez pouvoir avoir ce recul pour dépouiller et tirer des conclusions et apprendre. Mais
comment faire pour tirer à pile ou face quand même, ou choisir après, quand vous aurez fait ça un petit moment, vous allez mettre en place, ça doit vous aider à mettre en place la méthodologie de trading, mais vous n'allez pas faire ça donc continuellement. Donc, ce qui ressemble à ça, le pas d'après, disons, dans l'expérience, je vais vous le décrire. Vous allez reprendre vos graphiques, ou enfin moi je parle de graphiques, hein, si vous êtes là ce soir, si vous êtes d'accord pour qu'on parle de graphiques. Et par exemple, un jour, vous allez tomber sur ce graphique et vous allez dire, oh bah c'est bien, ça commence en bas à gauche, en gros, ça termine en haut à droite. Bon, ça bouge hein, au milieu, mais c'est quand même plutôt haussier. J'ai envie de l'acheter. Donc, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour capitaliser sur cette expérience de pile ou face? Bon, vous allez vous dire, faire une opération, c'est définir un sens, un prix d'entrée et un prix de sortie. Hein. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Et en fait, quand je tire à pile ou face, la question que je me pose, c'est, ok, je dois acheter, mais si je dois acheter, ça, c'est une donnée. Hein. Est-ce que je dois sortir tout de suite? Est-ce que je dois attendre? Combien de temps est-ce que je dois attendre? Si je sors pas tout de suite de cette position parce que je trouve qu'elle, parce que c'est que je trouve qu'elle est bien, je vais la laisser courir. Mais quand même, si ça va contre moi, quand est-ce que je vais me couper, etc. Donc, vous devez, quand vous tirez à pile ou face le sens de la position, vous devez quand même vous poser la question de votre prix d'entrée et de votre prix de sortie. Comme le market maker, lui, il se pose la question de à quel prix il achète, à quel prix il vend. C'est pareil, il vous fait un prix d'achat, un prix de vente. Que vous commenciez par acheter ou par vendre, que vous commenciez par vendre puis pour après acheter, c'est pareil. Vous tirez à pile ou face, ça vous dit que vous devez acheter ou que vous devez vendre. Il va falloir que vous fixiez le prix d'entrée et le prix de sortie. Pour faire ça, il va falloir que vous examiniez toutes les tendances qui existent sur le graphique et que vous voyez quand ces tendances vont cesser d'exister. Alors, on reprend notre exemple de tout à l'heure. En fait, le graphique que je vous ai montré là, c'est le graphique de PayPal à début septembre. Et quand je vous dis toutes les tendances, c'est que sur une valeur, selon la représentation que vous faites, vous allez voir des tendances différentes. Donc là, par exemple, on est sur une représentation en bougie mensuelle sur une dizaine d'années. Et ça permet de voir la tendance long terme, très long terme sur PayPal. Cette tendance long terme, vous l'analysez en traçant des petits traits, c'est ma recommandation, mais vraiment, je vous conseille de commencer toujours par faire ça. Vous allez tracer des petits traits sous tous les creux et les sommets. Donc, vous allez commencer par la droite et vous allez identifier le dernier creux. Voilà, ça c'est le dernier creux clair que je vois. Puis après un creux, vous allez remonter le temps, vous allez trouver le sommet précédent. Le sommet précédent, il est là. Le creux précédent, il est là. Alors vous pourriez vous poser la question de ça, 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 ça. C'est pas faux, hein. Vous pouvez aussi prendre tous ces intermédiaires. Vous êtes sur un horizon de temps qui est un petit peu plus court que celui que moi j'ai retenu. En tout cas, quels que soient les traits que, même si vous tracez ces petits traits intermédiaires ici, vous allez avoir deux creux en baisse, deux sommets en baisse, deux creux en baisse. Ils sont bien intercalés, hein, c'est-à-dire vous avez bien sommet, creux, sommet, creux. Ici, vous ne savez pas encore si c'est un sommet ou pas parce que vous n'avez pas encore franchi ni ça, ni ça. Donc, si vous vous mettez à baisser là tout de suite, votre sommet, il sera là. Mais si vous commencez par monter plus haut, votre sommet il sera là. Donc pour le moment, vous ne savez pas si c'est un sommet ou pas. Il faut attendre. Vous ne pouvez pas savoir si vous avez un sommet. Donc la dernière information que vous avez, c'est ce creux-là. Donc ça vous dit ça, que pour le moment, à long terme, PayPal, elle est baissière. Et parce que j'ai mon animation qui vient ou pas. Voilà. Et si votre tendance est baissière, ce que vous devez faire, c'est prendre
sur ce graphique et noter le niveau d'invalidation de cette tendance baissière. Le niveau d'invalidation, c'est le seuil qui, s'il est dépassé, fait que la tendance ne sera plus baissière. Donc, si vous franchissez ce sommet ici, donc ça doit être, je ne sais plus, hein, autour de 105. Si vous venez franchir ce sommet ici, alors forcément, vous saurez que là, vous avez eu un sommet. Parce que même si vous rebaissez ce point-là, il sera supérieur à ce point-là. Donc, ça sera un nouveau sommet. Et donc, vous aurez un sommet ici, un sommet là qui est plus haut, un creux ici et un creux là, et des creux qui sont en baisse et des sommets qui sont en hausse. Creux en baisse, sommet en hausse, c'est une tendance neutre, ça n'est plus une tendance baissière. Donc le niveau d'invalidation de la tendance baissière, il est là, il est à 105. Vous le notez sur un papier. Et vous regardez après, si cette tendance baissière se poursuit, quel va être le premier niveau qui pourrait l'interrompre? Bon, bah, le premier niveau qui pourrait interrompre la tendance baissière, il est autour de 50. Là, on a 40, là, on a 60. Donc, il est là, c'est le précédent creux. Il est autour de 50. On ira sans doute en dessous plus tard, mais le premier niveau qui apparaît sur ce graphique, c'est celui-là. Donc, ces deux niveaux, vous allez les noter sur un papier. Puis, vous allez changer d'horizon de temps. Et là, vous êtes sur le graphique moyen terme. Donc, je suis passée sur un horizon de temps hebdomadaire. Chaque bougie représente une semaine de variation et j'ai 3 ans ou 4 ans, j'ai 3 ans à peu près de variation sur ce graphique. Et là, je refais le même processus. Je cherche mes creux et mes sommets et je constate tout de suite que bah, là, forcément, c'est un sommet, hein, puisque je suis au-dessus d'ici. Donc ça, c'est un sommet, ça, c'est un creux, ça, c'est un sommet, ça, c'est un creux. Donc j'ai de toute façon 2 creux en hausse et 2 sommets en hausse. Pardon, j'ai dit l'inverse. 2 sommets en hausse et 2 creux en hausse. J'aurais pu aller plus loin. Là, on a aussi un autre sommet. Là, on a un autre creux. Donc en fait, on en a même 3 des creux en hausse et on a 1, 2, 3 sommets en hausse. Bon. Donc, avant, c'était baissier, mais la tendance a réussi à se retourner à la hausse depuis peu et on a un début de tendance haussière. Donc là, vous vous dites, OK, à moyen terme, vous pouvez changer les noms, hein, moi j'appelle ça long terme, moyen terme, mais chacun ses noms, peu importe. Sur l'horizon de temps hebdomadaire, disons, la tendance est haussière. Donc si la tendance est haussière, où est-ce que cette tendance haussière sera invalidée? Quand est-ce qu'elle ne sera plus haussière, cette tendance? Mais il faut au moins que je descende sous ce niveau-là. Parce que si je descends sous ce niveau-là, alors j'aurai un creux ici. Donc j'aurai mes 2 derniers sommets en hausse et mes 2 derniers creux en baisse. Là encore, je serai dans le cas d'une tendance neutre, puisque j'ai des choses qui partent en sens opposé. Je n'ai pas une direction claire du marché. Et la tendance étant haussière, vous allez vous poser la question de, bon, bah, ok, ça monte, mais jusqu'où est-ce que ça peut monter? Où est la prochaine résistance qui pourrait interrompre ce mouvement haussier? Et là, vous voyez que vous avez ce pic ici, sur lequel il y a eu une réaction extrêmement forte. Il y en avait déjà eu une qui était tout aussi forte auparavant. Donc, ce seuil-là, jusqu'à présent, quand on est arrivé dessus, les gens, ils ont vendu de façon très agressive. Donc ça, c'est le niveau maximum de hausse que vous pouvez envisager. Donc c'est entre 75 et 80, 77, a priori, quelque chose comme ça. Hop, on note à moyen terme la tendance et les deux niveaux. Et on continue, on fait le court terme. Donc là, j'ai pris un graphique avec des barres quotidiennes et hop, j'analyse à nouveau mes creux et mes sommets. Je vois qu'à court terme, eh bien, j'ai une tendance qui est haussière, hein, puisque j'ai bien mes 2 sommets qui sont plus hauts les uns que les autres et mes 2 creux qui sont plus hauts les uns que les autres. Cette tendance haussière, je me repose la même question, qu'est-ce qui fait qu'elle ne sera plus haussière, hein? Bah, si j'enfonce ce niveau-là à 70, à ce moment-là, je vais avoir 2 creux en baisse
Et j'aurai encore mes 2 derniers sommets qui seront en hausse, mais avec 2 creux en baisse, ça va me faire une tendance neutre. Donc 70, c'est le niveau en dessous duquel la tendance n'est plus haussière. Jusqu'où est-ce que ça peut monter? Tant qu'on reste dans le cadre d'une tendance haussière, ben, j'ai ce précédent pic qui est celui en fait qu'on avait vu sur le graphique précédent de moyen terme, qui est donc à peu près à 77 $. Donc à court terme, c'est haussier. J'ai le niveau qui fait que ça ne sera plus haussier, le niveau jusqu'où ça peut monter, et je l'ai fait sur 3 horizons de temps. C'est déjà pas mal, mais vous pourriez continuer et le faire sur un horizon de temps très court terme aussi. Et à très court terme, vous voyez que, en fait, il n'y a pas tellement de différence. J'ai un graphique là qui en donnait 1 heure. Le mouvement a été extrêmement rapide et donc le potentiel de hausse à très court terme est plus faible, mais on est aussi dans une tendance haussière. On a le même niveau qui vient invalider la tendance haussière à 70, mais on a un potentiel de hausse qui est plus faible à 74 à peu près. Bon, on va s'arrêter, on va pas non plus le faire sur 10 horizons de temps, ça n'aura... Mais enfin, c'est pas impossible. Hein. Alors, maintenant qu'on a pris toutes ces notes, on les met dans un tableau. Vous recapitulez dans votre tableau votre horizon de temps long terme, moyen terme, court terme et très court terme ou intraday. Vous écrivez le sens de la tendance que vous avez relevée. Donc, à long terme, c'était baissier, mais les 3 autres, ils sont haussiers. Vous notez le niveau d'invalidation pour chacune des tendances. À long terme, c'est à 103,02 pour la tendance baissière. Hein, donc, on peut monter jusqu'à 103,02 avant que cette tendance soit invalidée. À moyen terme, on peut baisser jusqu'à 59,67, c'est-à-dire perdre. Donc là, j'ai mis le prix de PayPal au moment du tableau et du coup, ça vient me calculer mes pourcentages automatiquement une fois que j'ai rentré les niveaux d'invalidation. Donc ça me dit qu'à court terme ou en intraday, la tendance est haussière et qu'elle cessera d'être haussière si PayPal perd 2,5%. Pour la cible, j'ai inscrit les cibles qui sont ici. Donc, à long terme, ça me dit que la cible, elle est 30% plus bas. À moyen terme, elle est 6,6% plus haut. Pareil à court terme, hein, c'était la même cible à peu près 77 qu'on avait vu. Et à court terme, à très court terme, elle est plus proche. Elle est à 3% de là. Donc, là, vous voyez que vous n'avez même plus vraiment de besoin de tirer à pile ou face parce que la meilleure décision, elle apparaît tout de suite. La meilleure décision, c'est quand même plutôt d'acheter. Hein. En intraday, vous n'êtes pas sur un risk-reward qui est très intéressant. À court terme, c'est pas trop mal. Et donc, est-ce que vous pouvez vous permettre d'acheter PayPal à 71,83 dollars plutôt 83 et de perdre 2,5% plus le bruit, parce que 2,5% c'est le niveau d'invalidation précis. En fait, vous allez devoir rajouter 1,5% pour être sûr que le niveau est franchement enfoncé. Donc, est-ce que vous pouvez vous permettre de perdre 3% sur PayPal? Et si vous devez perdre 3% sur PayPal, question subsidiaire, mais pas du tout négligeable, combien d'actions PayPal pouvez-vous acheter? Parce que c'est une chose de dire je vais perdre 3%, mais c'est aussi une chose de vous poser la question de ces 3%, qu'est-ce que je supporte que ça représente en dollars ou en euros? Donc, est-ce que vous acceptez sur une position de perdre 100 €, de perdre 1000 €, d'en perdre 350? Enfin, il n'y a pas de bonne réponse, hein, mais en tout cas, ça, c'est l'ensemble des paramètres évalués de façon 100% objective qui doivent vous permettre d'ouvrir une position. Et en fait, là-dedans, si vous ne savez pas, et quand vous tirez à pile ou face, vous êtes obligé de faire ce travail-là. Quand vous tirez à pile ou face l'opération, donc là c'est le même tableau, mais si on choisit de prendre une position vendeuse.
Donc ça vous donne ce qu'on appelle le risque et le reward. Combien est-ce que vous pouvez gagner à la vente? Bah, vous pouvez gagner 2,5%, vous risquez de perdre 6,5% si vous êtes short, etc. Quand je vous dis tirer à pile ou face le sens de votre opération, c'est pour vous forcer à correctement remplir ces deux cases, cible et invalidation. D'accord? Parce que je sais que la plupart des gens, surtout quand ils débutent, procèdent en se disant oh, j'ai entendu dire que la société était sur un marché porteur, que son bénéfice venait d'être revu à la hausse, ou bien elle vient de publier des résultats et elle a revu sa guidance à la hausse, donc ça va aller encore mieux pour elle l'année prochaine. Je regarde la tendance, bah, la tendance elle est haussière, quoi, ça monte, voilà. Donc je vais l'acheter. Et après, une fois que vous avez pensé que vous alliez l'acheter, vous regardez le graphique et vous vous dites, bon, bah, où est-ce que je vais me couper? Et là, vous cherchez un niveau de stop, vous cherchez un point bas, puis vous dites, bah, je vais me couper, allez, je vais me couper là. Et où est-ce que je vais prendre mes résultats? Ah, si je me coupe là, ça veut dire que je peux perdre 2%, bah, donc il faut que je prenne mes profits au moins 8% au-dessus, quoi. Il faut que j'ai un ratio de 1 pour 4. Donc vous inventez tout. Vous inventez les chiffres qui vous conviennent. Vous vous coupez parce que vous voulez perdre 2% maximum à un niveau qui vous convient et vous décidez de prendre vos bénéfices parce que vous voulez les prendre 8% plus haut parce que vous avez décidé que vous ne vouliez pas perdre plus de 2% et que vous voulez un rapport de 1 pour 4. Mais c'est pas ça du tout qu'il faut faire. C'est pas vous qui devez choisir votre stratégie. C'est le marché qui doit vous donner la stratégie. En fait, vous devez évaluer continuellement sur tous les titres du marché toutes les stratégies possibles sur tous les titres. Et après, une fois que vous avez... Ça c'est le monde idéal, bien entendu. Vous n'allez pas faire ça sur tous les titres. Il faut que vous ayez... Justement, au cours de l'analyse, il faut que vous passiez en revue, que vous éliminiez rapidement certaines valeurs. Mais n'empêche qu'il faut que vous arriviez à conserver dans votre cadre d'analyse les valeurs qui valent le coup d'être analysées parce qu'elles peuvent présenter des situations qui sont intéressantes. Et celle-là, je l'ai prise au hasard parce que je sais plus, il y avait PayPal qui publiait, qui disait quelque chose. Ou, bon, voilà, je me suis dit, tiens, allez, PayPal, on y va. Mais j'aurais pu le faire sur n'importe laquelle. Et en fait, le boulot, c'est ça, continuellement d'évaluer combien on peut perdre si on achète, combien on peut perdre si on vend, combien on peut gagner dans chacun des deux cas, et du coup de se dire bon bah voilà, le plus intelligent des deux, c'est ça. Donc c'est pas parce que vous pensez que la valeur va monter ou va baisser, c'est juste parce que les chiffres vous disent ce qui statistiquement a le plus de sens. Et ça suffit pour se lancer sur un marché financier et avoir des résultats honorables. Voilà, je dis bien honorable, je ne dis pas que ça va être extraordinaire. Normalement, après, il faut travailler un peu plus, mais il faut travailler sur des choses qui demandent beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, notamment sur l'analyse. C'est très long de mettre au point une méthode d'analyse complète et pertinente. Mais ça, ce que je vous ai montré, c'est pas une méthode d'analyse qui est très compliquée. C'est des cases simples à remplir. Et après, si vous décidez que vous allez vendre à long terme PayPal, vous risquez de perdre 43%, vous pouvez en gagner 30%. Si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez. Mais après, si vous changez d'avis, c'est pas étonnant et c'est normal, je dirais. C'est pas non plus. Enfin, je veux dire, la décision, elle apparaît tout de suite comme n'étant pas bonne. Voilà. Alors que vous avez pu lire quelque chose qui vous faisait penser que PayPal avait des difficultés qui n'étaient pas temporaires et que c'était pas une bonne valeur et qu'il valait mieux être vendeur à découvert sur PayPal. En fait, non, à long terme, sur le rythme de l'analyse fondamentale, être vendeur à découvert sur PayPal, en ce moment, c'est pas le bon moment. C'était pas On le a bon une moment. question, Oui, Valérie. Alors, tu me dis si tu veux répondre ou peut-être qu'on oriente sur un webinaire que tu avais fait précédemment. Première oui, question, comment on détermine la tendance? ah oui, Haussière, baissière, neutre? Et deuxième question qui est assez liée,
comment évaluer si le titre est neutre? Donc finalement, on retrouve Oui, la c'est la même même chose. question. Ben, donc, je voulais montrer, je vous ai pas donné la théorie, mais je voulais montrer. Et effectivement, il y a un webinaire qui a été fait et qui détaille ce processus. Mais la détermination de la tendance, c'est assez simple. C'est assez simple si on est précautionneux. Donc, vous prenez votre graphique, vous le lisez à partir de la droite. J'insiste, parce que la gauche, la tendance, elle a pu changer 10 fois. Hein, la tendance, elle a pu être baissière, puis haussière, puis neutre, puis haussière. Ce qui vous intéresse, c'est pas la tendance au début du graphique, c'est la tendance actuelle, donc celle qui est en cours. Donc vous commencez par la droite et vous devez chercher, et vraiment, je vous invite à mettre les tirets, hein, parce que c'est quelque chose qui aide à visualiser, et ça évite de croire qu'on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu, parce que ça arrive, hein, croyez-moi. À chaque fois que vous voyez un pic et un creux, vous les soulignez et vous faites en sorte de les intercaler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez 2 creux de suite ou 3 creux de sucre de suite et pas de sommet. Il faut que vous ayez un pic, un creux, un pic, un creux, un pic, un creux, un pic, un creux. Il faut à chaque fois que ça s'intercale. Hein. C'est hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Et l'idée, c'est simplement que si, quand les gens achètent, ils achètent toujours de plus en plus haut, et que quand ils vendent, donc quand les gens achètent, c'est le moment où la bascule entre l'agressivité à la baisse et l'agressivité à la hausse change. Jusqu'à ce point, ici, jusqu'à ce point, les gens qui vendent veulent absolument vendre et ils sont prêts à vendre toujours moins cher. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. Tout d'un coup, les gens qui veulent acheter deviennent plus puissants que les gens qui veulent vendre. Il y en a toujours autant de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre. Hein. Dans le langage courant, on abuse et on dit il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est pas vrai. Il peut pas y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est pas possible. Mais en revanche, il y a des acheteurs qui sont prêts à augmenter le prix auquel ils veulent acheter, ou alors des vendeurs qui sont prêts à abaisser le prix auquel ils veulent vendre. C'est ce qui fait que la tendance, ou que les prix montent ou baissent. Donc ce niveau où il y a une bascule, c'est le niveau où les acheteurs reviennent en force, hein, comme on dit. Donc vous identifiez ces niveaux-là et plus ils sont pentus, plus la volonté d'acheter s'exprime fortement dans le marché. Et donc si les creux augmentent, c'est que les gens veulent acheter tout le temps à des prix plus chers. Et si les sommets augmentent, c'est que les gens qui se mettent à vendre avec agressivité, ben, ils vendent avec agressivité, mais à des prix supérieurs. Ils attendent plus longtemps avant de témoigner de l'agressivité à la vente. Donc ça veut dire que à la fois les gens qui vendent et les gens qui achètent, en fait, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer à la hausse. Donc c'est ce qu'on appelle une tendance haussière. L'opposé, deux creux, donc c'était par exemple sur ce graphique-là, sommet, creux, quand les deux sont de plus en plus bas. Là, au contraire, c'est que les acheteurs, quand ils acceptent d'acheter avec force, bah, ils commencent à le faire à un niveau de plus en plus bas. Ils disent, ah bah oui, bah ok, la dernière fois, j'ai acheté à 68, bon, ça rebondit un petit peu, mais pas beaucoup. La prochaine fois, je vais toujours acheter, mais je vais payer moins cher, je vais acheter à 60. Voilà. Donc là, vous êtes en tendance baissière. Tous les autres cas, qui ne sont ni haussiers ni baissiers, c'est neutre. C'est pas compliqué, hein. Donc, il y a deux autres cas hein, dans la réalité. C'est soit vous avez deux creux en baisse et deux sommets en hausse, soit vous avez deux creux en hausse et deux sommets en baisse. Voilà. Et donc ça, ce sont les cas de neutralité. Donc les cas de neutralité, c'est des cas où on ne sait pas encore le marché dans quelle tendance il va repartir. C'est on a achevé une première tendance. Alors quand on a achevé une première tendance, bah, parfois il suffit d'attendre et puis au bout d'un certain temps,
on va partir, on va se remettre dans la même tendance, mais on sera passé par une phase de pause. Soit, au bout d'un certain temps, on va partir dans la tendance opposée. Mais on ne peut pas savoir à l'avance si c'est une pause pour repartir dans la même tendance ou si c'est une pause pour partir en sens opposé. Ça va dépendre du sens de sortie. Et le sens de sortie, vous allez voir que la sortie, c'est le moment où on a tout d'un coup deux creux et deux sommets qui sont dans le même sens. Voilà, je pense que dans ce webinaire sur la tendance, je le montre. Et donc, il faut que vous soyez capable, sur tous les graphiques, de déterminer quel est le niveau d'invalidation, c'est-à-dire quel est le cours qu'il faut dépasser pour que je sois sûr que mon dernier cours est un nouveau sommet ou un nouveau creux. Parce que, comme je vous disais, si ici vous vous mettez à baisser, en fait, vous allez rester dans votre dynamique avec sommet en baisse. Pour ne plus avoir cette dynamique avec des sommets en baisse, il faut que votre sommet il vienne là. Parce que si vous venez là, vous avez ça et ça, c'est toujours en baisse. Si vous venez ici, ça et ça, c'est toujours en baisse. Mais si vous venez là, à 120, ça et ça, c'est plus en baisse, c'est sûr. Et le niveau qui fait la différence, c'est le précédent sommet. Soit vous êtes au-dessus du précédent sommet et vous avez deux sommets en hausse et deux creux en baisse. C'est la fin de la tendance baissière, on entre en période de consolidation. Soit vous restez sous 100 et vous continuez à avoir votre succession de sommets baissiers et de creux baissiers. Vous êtes toujours en tendance baissière. Si vous êtes toujours en tendance baissière, vous devez chercher des opportunités pour vendre à découvert. Si vous êtes en tendance haussière, vous devez chercher des opportunités pour acheter. Chercher des opportunités pour vendre à découvert, ça veut dire, comme vous le savez très bien, on vous l'a déjà dit, on achète en baisse et on vend en hausse. Oui, c'est vrai, mais on achète en baisse dans une tendance haussière, on vend en hausse dans une tendance baissière. Donc là, on a une tendance baissière sur PayPal. On attend qu'elle rebondisse suffisamment et donc qu'elle s'approche de 100 pour vendre. Vendre PayPal à 60, c'est pas très malin parce qu'en fait, on est très loin du niveau d'invalidation et que la tendance baissière, les prix peuvent remonter, la tendance restera baissière. Voilà, donc, et en revanche, quand vous êtes sur une tendance haussière, là, PayPal, sur ce graphique-là, on a dit le niveau d'invalidation, il est ici. Acheter PayPal à ce prix-là sur un horizon de temps moyen terme, c'est-à-dire en ayant pour objectif, alors l'objectif moyen terme, il n'est pas terrible là, mais si la valeur, elle avait un objectif plus important, ça pourrait être, on pourrait se poser la question. Donc, acheter PayPal à moyen terme, vous allez aussi vous poser la question de est-ce que je l'achète tout de suite ou bien alors vous allez attendre un repli et peut-être que vous allez attendre un repli en bas de cette barre ou enfin en tout cas plus vous êtes près du niveau d'invalidation, moins vous allez perdre d'argent si vous avez tort. Et comme vous devez toujours faire l'hypothèse que vous avez tiré à pile ou face, c'est-à-dire que vous avez une chance sur deux pour avoir raison, parce que même quand on fait une bonne analyse, on n'a jamais qu'une chance sur deux pour avoir raison. On peut acheter ou vendre, donc on a une chance sur deux. Le marché peut monter ou baisser, on a une chance sur deux. Plus vous êtes près du niveau d'invalidation, moins vous allez perdre d'argent si vous avez tort. Voilà. Et du coup, si vous avez raison, vous allez en gagner beaucoup plus. Comme vous avez une chance sur deux, si dans un cas vous perdez, mais vous perdez moins que dans l'autre cas où vous gagnez, à la fin, vous êtes condamné à gagner. C'est pas plus difficile que ça, mais il faut rester très objectif et faire son analyse de façon ordonnée, vous voyez, avec des tableaux, avec des tableaux, des pourcentages et sans émotion. Et la décision, elle apparaît automatiquement, la meilleure. Je dis pas que c'est la bonne, je dis que c'est la meilleure. Au vu des informations dont on dispose, la meilleure décision, si vous voulez traiter à court terme, à moyen terme, selon le niveau de risque que vous tolérez vous, selon votre horizon de temps à vous, vous pouvez trouver la décision la plus pertinente à prendre à un moment donné.
qui va vous permettre de maîtriser le risque. Ou bien alors, vous arrivez à la conclusion, ben là, en ce moment, il faut rien faire sur cette valeur. Mais ça peut vous dire que si la valeur baissait ou si elle montait, vous pourriez être intéressé pour l'acheter ou pour la vendre. Et donc, vous allez vous mettre une petite alerte. Et puis, quand l'alerte sera déclenchée, vous allez regarder si vos analyses sont inchangées, si les niveaux d'invalidation sont toujours les mêmes, etc. Et vous allez pouvoir opérer à ce moment-là. Est-ce que c'est clair ou Oui, très c'est clair. trop compliqué? Le webinaire pour les tendances, il me semble de mémoire que c'était le pourquoi je n'utilise plus d'indicateurs techniques Non, en trading. je Non, crois c'était pas. pas celui-là? Non. Euh, Alors, Tu peux le communiquer après coup, Maëva, ou oui, pas? Parce oui, oui, que je bien me souviens sûr, plus de bien son sûr. titre. D'accord. Euh, Attends, je peux essayer de chercher, euh, mais il Il y faut avait qu'on... augmenté sa probabilité d'avoir Non, c'était raison. avant. C'est en septembre ou octobre de l'année dernière. Arrêtez d'essayer de prévoir alors, peut-être. Hmm, C'était peut-être possible. celui-là. Deux premiers qu'on avait fait. Mais bon, écoute, on confirmera ça et puis je mettrai Oui, le lien dans la vidéo YouTube en plus. ouais, très bien. Voilà, Eh ben, donc écoute, c'est très clair en tout cas, cette hein. La personne a provocation de dit dire que voilà. tirer à pile ou face, c'est que vraiment, il faut que vous arriviez à être objectif et a priori indifférent. Il ne faut pas que vous vous engagiez émotionnellement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la décision à partir d'analyses fondamentales en pensant que c'est une valeur qui est extraordinaire, qui a un potentiel fabuleux. Il ne faut pas que vous vous disiez la Fed va faire ceci, la Fed va faire cela, donc il va se passer ceci, il va se passer cela. Vous n'en savez rien, c'est le futur. Donc soyez prêts à tout et choisissez juste de faire ce qui vous coûtera le moins cher si vous avez tort. Parce que vous êtes condamné à avoir raison une fois sur deux. Voilà. C'est ce que je fais, hein. Sincèrement, je vous donne pas ça comme truc sans l'appliquer pour moi-même. C'est vraiment ce que je m'efforce de faire continuellement. Parfait. Alors, je te propose que tu affiches peut-être la dernière Oui, slide. Voilà, bien notamment pour sûr. qu'on puisse voir le QR code. Vous allez voir notamment qu'il y a un QR code avec les idées de trading et que vous allez retrouver justement des idées de trading qui sont proposées par Day by Day, donc la structure pour laquelle travaille Valérie Gastaldi. Donc, n'hésitez pas à en profiter, hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'exclusif pour en tout cas en tant que client IG, voilà, vous y avez droit gratuitement, donc vraiment profitez-en. Vous retrouverez également les guides de trading, les podcasts. Il vous suffit de scanner avec l'appareil photo de votre téléphone et puis vous arrivez directement sur la page dédiée pour vous abonner. Vous retrouverez bien sûr le replay de ce webinaire dès demain sur IG Academy, également sur notre chaîne YouTube. Je rajouterai les liens pour le webinaire dont parlait Valérie, où justement elle abordait plus en détail toutes ces notions d'identification de la tendance. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Valérie pour toutes ces Merci à tous. informations et à très bientôt.